Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, réaction à l'actualité avec l'annonce de destruction d'un A-50 Mainstay, ces fameux avions radars russes au-dessus de la mer d'Azov. C'était dimanche dernier à 21h locale, précédé quelques minutes avant de la destruction d'un IL-22. Ça fait donc la destruction de deux aéronefs proches l'un de l'autre en mer d'Azov à quelques minutes d'écart. L'IL-22 a réussi à se poser à Anapa, dans le sud de la mer d'Azov. Il y a d'ailleurs ces incroyables images qui vont nous permettre d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer juste après le jingle. Mais juste avant de lancer le jingle, regardons ces traces à radar. Alors à l'heure actuelle, elles n'ont pas été encore authentifiées, mais elles sont extrêmement intéressantes car vous voyez des mouvements d'aéronefs dans la mer d'Azov et surtout, vous voyez ce qui semble être l'IL-22, puis l'A-50, prendre un cap de, comme on dit, rétrograde. Rétrograde, c'est une manœuvre qui est connue par tous les pilotes de ce type d'aéronef en cas de menace. Pour faire simple, si un missile vient vers vous, il va mettre plusieurs minutes à vous atteindre. Je vous laisse faire les mathématiques, mais imaginez, sur 300 km, un Mach 4, ça prend du temps. À partir de là, si vous arrivez à détecter la menace, vous allez essayer de la mettre à vos 6 heures, faire dos à la menace, prendre votre vitesse maximum et essayer de descendre. La descente va vous permettre d'aller vers des couches plus basses de l'atmosphère, plus denses, ce qui a tendance à freiner les missiles, leur portée et donc réduire leur portée létale. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, encore une fois non authentifiées, mais très cohérentes, cela ressemble à un double rétrograde, essayant de laisser la menace aux 6 heures. Après, attention, ces aéronefs mettent également le cap vers un terrain russe, donc cela peut très bien être après un impact de missile, alors que l'avion n'est pas encore désintégré ou est encore en bon état, et qu'ils sont tout simplement en train d'essayer de rentrer vers la base. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'IL-22, qui a pu poursuivre en toute sécurité jusqu'à la base. Il faut bien admettre, par moment, il faut accepter le brouillard de guerre. Allez, jingle. Roger ball. La mer d'Azov, c'est en moyenne 13 mètres de profondeur seulement, 340 km de long et une mer qui a déjà vu arriver une flotte franco-britannique. C'était lors de la guerre de Crimée 1855, période où la France et les Britanniques étaient installés du côté du sud, à Kertch, et tenaient le fameux détroit. Je vous rappelle que maintenant s'y trouve le fameux pont de Crimée, qui limite d'ailleurs la taille des bâtiments, des navires qui peuvent pénétrer dans cette mer intérieure, à l'heure actuelle 100% russe. Pour la petite histoire, lors de l'Antiquité, Hérodote appelait ceux qui habitaient cette région les Cimmériens, ceux du bout du monde. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'A-50, nous avons déjà parlé, notamment lorsqu'un drone est venu faire un posé sur un A-50 russe en Biélorussie. Je ne vais pas revenir sur l'IL-22 non plus, avion qui sert à faire relais radio, à faire poste de commandement avec du personnel spécialement formé. Il faut plusieurs années pour former un personnel de qualité pour prendre ces rôles qui vont permettre de gérer la guerre aérienne. Et rappelez-vous que les Russes ont tendance à plus micromanager leurs pilotes de chasse en combat aérien. Donc les A-50 sont extrêmement importants dans la philosophie du combat aérien russe. C'est pour ça qu'on va les garder normalement en retrait, au-delà de la portée de l'engagement adverse. Mais cela nécessite, et c'est toujours pareil, une excellente source d'information pour connaître la position des systèmes adverses ou la position des aéronefs adverses. Et nous avons vu ces derniers temps que les Ukrainiens ont été inventifs, réussissant notamment à placer une batterie de patriotes proche de Kerch, abattant 3 Sukhoi 34 le même jour grâce à l'effet de surprise. Avant de partir en vol, généralement les pilotes se voient briefés par des officiers renseignements la présence et l'endroit précis où se trouvent les sites solaires adverses. Si une fois que vous arrivez dans la zone,
Des sites pop-up, comme on dit, apparaissent là où ce n'était pas prévu. Il faut avoir la bonne bibliothèque de guerre électronique dans votre aéronef et il faut avoir les bons détecteurs en bon état de marche. Parfois, vous avez certains détecteurs de guerre électronique sur un côté qui ne fonctionnent pas. Si une batterie de Patriot s'allume de ce côté-là, vous éclaire pour vous désigner et que vos senseurs ne fonctionnent pas, ce n'est pas une situation d'avenir. Toujours est-il, cette région a déjà vu des tirs longue distance effectués par des batteries sol-air. Exemple, en 2001, un Tu-154M fut abattu en mer Noire, 78 morts, par un S-200V ukrainien qui continua après sa cible d'entraînement et alla percuter cet avion de ligne. J'ai bien dit 300 km de vol pour un S-200. À l'heure actuelle, il existe des S-300, des S-400. Les Ukrainiens ont également différentes versions de NASAM et différentes versions de Patriot. Donc même si à l'heure actuelle, les portées que l'on trouve en source ouverte sont généralement de l'ordre de 150-200 km, il ne faut pas oublier que nous sommes déjà depuis plus de 2 ans dans une guerre qui mobilise beaucoup l'industrie de défense. Il ne serait pas étonnant d'avoir des portées supérieures sur des nouveaux missiles. Mais revenons-en à notre Ilyushin. En 2018, un IL-20M fut abattu par une batterie de S-200, encore une fois, en Syrie, par un tir fratricide quelques dizaines de minutes après des frappes israéliennes. Les servants de la batterie S-200 étaient un peu nerveux, ont confondu l'IL-20M avec un avion israélien et l'ont détruit. Le 24 juin dernier, c'était un IL-22M abattu ce coup-ci par Wagner. Et sur un total théorique d'environ 12 IL-20M et 18 IL-22, 22M ou 22K, ça commence forcément à peser. Donc ce que nous savons, c'est qu'un IL-22 fut touché. Vous voyez ces images, au niveau de la dérive, il a été très abîmé. Il a déclaré une urgence, a demandé les secours à l'arrivée et également une ambulance, montrant bien que des éclats ont touché des membres d'équipage. Il s'est posé à Anapa, qui est sud-est de la mer d'Azov, à 53 mètres d'altitude, une piste 0422 qui fait 2500 mètres. Vous vous doutez bien qu'avec un aéronef endommagé, il faut arriver plus rapide, donc les 2500 mètres ne laissent pas tant de gras que ça. Et cette image vous fait peut-être penser à ce qui s'est passé dans l'aéronavale française en 1994, lorsque l'étendard 4P, spécialisé dans la photo basse altitude, le numéro 115, fut touché par un SA-14. Vous voyez ces images de l'empennage touché par le SA-14, la charge militaire du SA-14 est d'environ 1,2 kg. Sur un Patriot, la charge militaire, donc la partie d'explosif qui vient exploser en se rapprochant de l'aéronef grâce à une fusée de proximité qui détecte l'approche de l'avion, et on voit, comme on le voit très bien En territoire ennemi, sa charge militaire. Sur un Patriot, c'est 8 kg pour certaines versions, jusqu'à 91 kg et 160 km de portée théorique. Un étendard 4 est bien plus petit qu'un IL-20. À partir de là, vous doutez bien que la charge militaire pour faire tous ces dégâts-là est assez conséquente, ce qui a tendance, mais je me garderai bien d'être affirmatif, de nous rapprocher de l'explosion d'une forte charge militaire, probablement tirée depuis le sol. Et n'oublions pas également que certains systèmes de missiles sont à guidage passif. Ça veut donc dire que le missile va détecter un brouilleur ou un signal radar et le remonter le faisceau de manière passive, ce qui est forcément efficace sur un avion radar ou sur un avion de guerre électronique ou de commandement. Et surtout, cela permet au missile d'être extrêmement discret lors de son approche. Pour cela, il vous faut néanmoins savoir dans quelle direction tirer le missile, mais encore une fois, si vos cibles tournent en hippodrome dans le même secteur de manière répétitive, c'est tendre le bâton pour se faire toucher. Mais revenons-en à la situation tactique. Vous êtes au-dessus de la mer d'Azov. Vous êtes dans une zone connue et très connue. Ça fait 2 ans que vous tournez et vous faites des hippodromes. Ils font des ronds en fait, des ronds ou des S un peu toute la journée. La terre entière, c'est exactement où ils se trouvent. Lancer une embuscade est donc quelque chose de pas si difficile que ça. La problématique, rentrer dans la portée d'engagement et ne pas se faire détecter en amont. Donc si vous voulez faire du site solaire, il va falloir approcher vos batteries solaires avec leur radar, réussir à allumer tout ça et à désigner l'adversaire rapidement. Donc à voir avec certaines technologies, vous pouvez également tirer votre missile
et ensuite allumer votre radar, ce qui donne un préavis extrêmement faible à l'avion défensif, le temps qu'il voit « Oh mon Dieu, je suis éclairé radar par un système au sol », eh bien le missile arrive quelques secondes après, c'est plié. Vous pouvez également essayer d'envoyer une attaque aérienne, mais là, soit vous arrivez à traverser les lignes, qui sont quand même normalement assez défendues, soit vous créez un canal grâce à des missiles antiaériens et vous faites une attaque coordonnée d'un côté des aéronefs avec du missile ARM qui vont taper ou faire taire des sites solaires. Vous faites passer de la chasse, de préférence à très basse altitude pour limiter la détection. Ensuite, vous montez, vous voulez monter très très haut de manière à augmenter la portée de votre missile. Vous tirez votre missile, vous savez où ça tourne, soit vous avez désigné avant ou pas, ça dépend du type de missile, vous faites demi-tour, vous rentrez. Le problème, c'est s'il y a un A-50 et que son radar fonctionne bien, qu'il est déjà on station, qui est déjà sur zone, il risque de vous détecter. J'ai bien dit il risque, car s'il est en train d'arriver en mise en place, vous pouvez peut-être profiter d'une petite fenêtre qui va vous permettre de le surprendre. Maintenant, 21h, 21h15, ce n'est pas vraiment un horaire où le cercle circadien vous fatigue. C'est donc pas le meilleur horaire pour faire une embuscade, mais on aura tout vu au combat. L'autre possibilité, elle est beaucoup plus terre à terre, j'ai envie de vous dire. Nous l'avons déjà observé depuis 2 ans, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, c'est les fameux Blue on Blue, les tirs fratricides. Des Sukhoi ont été perdus à cause des tirs fratricides. Il n'est pas impossible de se dire qu'un équipage de système solaire mal formé aurait pu prendre l'IL et la 50 pour un aéronef ukrainien. J'ai envie de vous dire, pay peanuts, get monkeys, cette expression nord-américaine qui veut dire que si vous ne payez pas beaucoup les gens, si vous ne les formez pas bien, eh ben, faut pas vous attendre à avoir le nec plus ultra dans votre ressource humaine. Je vous rappelle d'ailleurs que récemment, nous avons fêté le triste anniversaire du 737 ukrainien qui décollait d'Iran et qui a été abattu justement par des opérateurs de systèmes solaires prenant le 737 pour un missile de croisière américain. En définitive, vous allez me dire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien la bonne réponse c'est, à l'instant T, nous ne savons pas. Donc nous pouvons penser que c'est un tir fratricide, nous pouvons penser que c'est une embuscade grâce à un système solaire qui a été installé là, qui a réussi à être très discret, ne s'est pas dévoilé en gardant ses radars éteints, c'est à minimiser son temps d'émission pour surprendre l'IL-22 et pour surprendre derrière la 50 avant d'être démonté et de bouger. Et troisième option, un tir fratricide, ou un double tir fratricide si je puis dire. Les Russes en savent forcément beaucoup plus que nous à l'instant T et beaucoup plus qu'ils ne veulent le dire. Ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il y a une augmentation de la présence de chasseurs en escorte pour ces HVU, High Value Units, c'est comme ça qu'on les appelle, des unités à haute valeur ajoutée qui, généralement, dans les opérations de l'OTAN, sont défendues par des chasseurs. Les Russes savent le faire, je vous rappelle que l'aéronef de Poutine qui s'était rendu aux Émirats Arabes Unis, désormais membre des BRICS, et en Arabie Saoudite, était accompagné par 4 Sukhoi 35S. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le sujet, gardez vos Sukhoi 35S collés à l'aéronef n'a pas de grande valeur ajoutée, mais néanmoins, les garder à quelques dizaines de kilomètres autour va leur permettre de travailler radar, va leur permettre de protéger votre unité, mais cela a un énorme coût en termes de disponibilité et en termes de ressources humaines. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder et de surveiller s'il y a une augmentation de ces vols dits de CAP, Combat Air Patrol en mer d'Azov, car cela voudrait dire que la menace venait de la 3e dimension, ce qui ouvre d'autres perspectives intéressantes. Dans tous les cas, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, la posture défensive est la posture la plus difficile. Il est illusoire de croire que l'on peut survivre sans jamais se faire toucher en posture défensive. C'est vrai pour les Russes, c'est vrai pour les Ukrainiens, c'est également vrai pour l'Occident, et pas plus tard que dans ces 24 dernières heures, un missile de croisière a été intercepté en mer Rouge par un avion de chasse, mais ce dernier n'avait pas décollé du porte-avions américain, il venait d'une base à terre non renseignée pour le moment. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas
à vous abonner, c'est gratuit. Et puis sinon, à bientôt en conférence dans votre entreprise, en team building, en séminaire. Et si vous avez lu Au-delà du cockpit ou Au-delà de l'Ukraine pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au-delà de l'Ukraine, bien qu'écrit il y a à peu près tout juste un an, présente encore des concepts qui peuvent vous permettre de mieux appréhender ce qui se passe actuellement aux frontières de l'Europe. Demain sur la chaîne à 11h, nous parlerons des soucis des Britanniques en termes de ressources humaines et de leur incapacité à déployer un groupe aéronaval à court terme à cause d'un manque de moyens sur les navires de soutien. Allez, fly safe!